Pendant 7 ans, Susan Davis fut prisonnière d'un mariage difficile avec Ralph, un agent d'assurance sans le sou. Elle avait toujours voulu le quitter, mais ne s'éloignait jamais vraiment de leur maison de Columbia, dans le Missouri. Puis, un soir de juin 1985, après une longue journée de travail, elle monta à bord de sa Ford Escort et partit. Ses collègues ne la revirent plus jamais. Lorsque sa mère constata qu'elle ne répondait pas au téléphone et apprit qu'elle ne s'était pas présentée au travail le lendemain, elle appela la police. Les agents du service de police du comté de Boone interrogèrent les proches de Susan et fouillèrent sa résidence, mais rien n'indiquait qu'elle avait été enlevée. Certains amis de Susan croyaient que son départ était sa façon de recommencer une nouvelle vie après tant d'épreuves. Au moment de sa disparition, Susan avait finalement décidé d'opérer de grands changements dans son existence. Elle avait enfin quitté Ralph et envoyé leurs 2 enfants, Robbie et Angela, vivre chez ses parents dans l'Iowa. Peut-être avait-elle décidé de commencer une nouvelle vie dans un autre État. C'est le commissaire Larry McCray qui menait cette enquête. Ralph Davis a déclaré que Susan avait un nouveau petit ami lorsqu'elle l'avait quitté, qu'elle était certainement partie au Texas et qu'elle referait surface un jour ou l'autre. Susan fut portée disparue officiellement. Pendant son absence, Ralph réintégra sa résidence et alla chercher ses enfants chez ses beaux-parents. Il commença sa nouvelle vie de père célibataire. La famille attendait en vain le retour de Susan. Mais McCray découvrit bientôt que Ralph jouait le numéro de l'époux abandonné. Certains dossiers de la police indiquaient qu'il avait été violent avec sa femme à maintes reprises. Susan avait vécu une vie de violence pendant toute la durée de son mariage. Puis un soir, en 1985, elle avait atteint un point de non-retour. Craignant pour sa vie et pour la sécurité de ses enfants, elle avait enfin trouvé le courage de contacter la police. Ralph fut alors arrêté. Nous avons analysé un cas où Ralph l'avait battu. On avait alors photographié Susan et pris sa déposition. Ralph n'avait plus le droit de se présenter à la maison. Il devait se tenir loin de Susan et des enfants. Le court séjour en prison de Ralph attisa sa colère. Il était furieux lors de sa libération conditionnelle. Peu de temps après, Susan disparut. Le comportement violent de Ralph justifiait peut-être que Susan n'ait choisi de disparaître complètement afin de se protéger. Mais McCray n'en était pas convaincu. Pourquoi cette mère aimante n'avait-elle pas cherché à contacter ses enfants? Pourquoi n'avait-elle pas rassuré sa mère qui était folle d'inquiétude? Quelque chose dans cette histoire ne tournait pas rond. McCray était convaincu que Ralph Davis ne lui avait pas dit toute la vérité. Mais sans indice, la police était sans recours. Il n'y avait pas de corps, aucune piste. Même la voiture de Susan avait disparu. La seule option de McCray était d'attendre en espérant qu'un jour on découvrirait un nouvel indice. L'attente fut plus longue que prévu. 2 années s'étaient écoulées depuis le départ de Susan Davis. Personne n'était parvenu à découvrir ce qui lui était arrivé. L'enquête du commissaire McCray était bloquée. Puis, un jour, un propriétaire d'espace d'entreposage enleva le cadenas d'un local loué par un client qui ne payait plus. À l'intérieur, il découvrit une voiture de marque Ford Escort. La vitre du côté du conducteur avait été enfoncée. Le client fautif s'appelait Ralph Davis. On contacta le commissaire McCray. Une vérification de routine confirma que la voiture appartenait bien à Davis. McCray jeta un œil à l'intérieur du véhicule et fut saisi par ce qu'il vit. Lorsque nous nous sommes approchés de la voiture et que nous avons regardé à l'intérieur, nous avons tout de suite compris que quelqu'un y était mort. Le tableau de bord, les sièges et les pare-soleils étaient couverts de sang et de tissu humain. La moquette de l'auto était recouverte d'éclats de verre et de cartouches de balles. Après 2 années d'attente, McCray pouvait enfin tenter de mettre la main au collet de son suspect principal, Ralph Davis. Davis avait une explication à la voiture accidentée. Susan lui avait rendu visite une dernière fois avant de quitter la ville. Elle était armée. Ralph était parvenu à la maîtriser. Il l'avait sortie de la voiture et avait pris sa place. Alors qu'il démarrait, Susan avait fracassé la vitre avec son bras et y avait laissé du sang. La version de Davis n'expliquait cependant pas pourquoi on avait découvert des fragments de tissu humain dans la voiture. Davis fut arrêté. McCray savait par expérience qu'il venait d'arrêter un meurtrier violent, mais qu'il lui faudrait le démontrer.
ce qui serait difficile 2 ans après que le meurtre se soit produit. L'équipe d'experts légistes devait procéder en 2 étapes. D'abord, il faudrait démontrer qu'un meurtre s'était bel et bien produit dans la voiture, puis on tenterait d'identifier la victime. Même si McCrae était convaincu qu'il s'agissait des restes de Susan Davis, il n'en avait pas encore fait la preuve. Selon l'analyse des gouttes de sang, la victime avait reçu un coup de feu alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du véhicule. Le coup de feu avait traversé la vitre et la balle avait atteint la victime à la tête. Sous la force de la décharge, le corps avait été projeté du côté du passager, mais la tête avait d'abord fracassé le rétroviseur et le pare-brise s'était fissuré. Grâce à la quantité de sang et de tissu humain qu'il y avait dans l'auto, le médecin légiste démontra qu'une personne y était bien morte. La voiture fut remorquée à la fourrière de la police où l'équipe de McCrae put poursuivre son travail d'analyse. Comme on ne savait pas encore quels éléments étaient importants, l'équipe prit soin d'en recueillir et d'en conserver le plus grand nombre possible. À l'aide d'outils spéciaux, les experts démantelèrent la voiture pièce par pièce, en prenant soin de consigner chaque fragment d'os, de tissu et chaque tache de sang. On préleva des balles à l'intérieur du véhicule. Ces projectiles correspondaient à des douilles découvertes dans la résidence de Davis. On utilisa ensuite un aspirateur équipé d'un filtre spécial pour recueillir les indices les plus petits. Tel un gang de voleurs professionnels, l'équipe démantela la voiture pièce par pièce, du volant jusqu'à la moquette, puis les emballa pour les emmener au laboratoire. Quelques fragments furent envoyés au laboratoire d'identification de restes humains de l'Université du Missouri. Parmi les fragments de métal et de verre se trouvaient d'autres fragments qui n'avaient pu être identifiés. Ils furent remis à l'anthropologue Sam Stout. S'il y avait des os humains parmi eux, Stout parviendrait peut-être à en tirer des informations. Ma tâche en tant qu'anthropologue était importante dans cette enquête. On demande souvent aux anthropologues d'analyser des os. Nous sommes les spécialistes les plus familiers avec les ossements, qu'il s'agisse de fossiles de 2 millions d'années ou d'os provenant d'un cimetière moderne. 33 fragments dont la longueur ne dépassait pas 1 centimètre furent placés dans de petits contenants spéciaux. Ils étaient si petits qu'il était pratiquement impossible de déterminer à l'œil nu s'il s'agissait d'os. Afin de s'en assurer, Stout devait les examiner au microscope. L'analyse des coupes transversales révéla à Stout qu'il s'agissait bien d'os humains. Les fragments provenaient d'un crâne. Les quelques débris découverts dans la voiture de Susan Davis étaient donc des fragments d'os et ils provenaient d'un visage humain. Stout devait maintenant tenter de découvrir des particularités qui permettraient de déterminer si les ossements étaient ceux de Susan Davis. Il remarqua d'abord qu'il y avait des petites taches sur les fragments d'os. Il les envoya au département de géologie de l'Université du Missouri. L'analyse au microscope électronique révéla qu'il y avait des traces de plomb sur les os. Il y avait aussi de l'antimoine, ce qui indiquait qu'il y avait eu de la poudre explosive. La victime avait été tuée par balle. L'examen des fragments permettait enfin de conclure à un meurtre. Mais comment Stout parviendrait-il à prouver qu'il s'agissait des os de Susan Davis? Il remarqua alors un détail étrange. Sous les taches de plomb, l'os était un peu décoloré. Cela indiquait que la victime avait déjà consommé de la tétracycline. Nous avons observé la fluorescence caractéristique de la tétracycline. Lorsque j'ai vu ça, j'ai suggéré qu'on examine le dossier médical de Susan Davis afin de voir si on lui en avait déjà prescrit. La victime avait pris l'antibiotique pendant au moins 3 mois avant son décès. De son côté, McCrae avait découvert, lors de la fouille de la résidence de Susan Davis, qu'elle avait de la tétracycline chez elle. Stout était parvenu à démontrer que les fragments d'os de la voiture provenaient du visage d'une personne qui avait consommé de la tétracycline. Mais McCrae voulait une preuve irréfutable qu'il s'agissait bien de Susan Davis. Sans cette preuve, Ralph Davis avait toujours des chances d'être remis en liberté. Quelques taches de sang permettraient-elles de déterminer l'identité d'une victime 2 ans après son meurtre? Il était du ressort de l'experte en sérologie Lori Maloney de le découvrir. La moquette, les pare-soleils et le tissu qui recouvrait les sièges lui furent envoyés au laboratoire du service de police de l'État du Missouri. Si Lori Maloney parvenait à prouver que le sang était bien celui de Susan Davis, Ralph n'aurait pratiquement aucune chance d'échapper à une poursuite judiciaire.
La première tâche de Maloney consistait à prélever des échantillons à l'aide de languettes de coton pour s'assurer qu'il s'agissait bien de sang. Quand il y a du sang, l'échantillon devient vert. Il faudrait ensuite vérifier que le sang était humain. Elle ajouta un anticorps à l'échantillon. Lorsque le sang humain et l'anticorps entrent en contact, il y a une réaction et il se crée une très fine ligne blanche. Les résultats de Laurie Maloney correspondaient à l'hypothèse de meurtre de McCrae. J'ai découvert du sang humain sur la moquette et sur les boucles de ceinture de sécurité. J'ai également découvert des protéines humaines sur les pare-soleil. Mais comment parviendrait-elle à prouver que ces fragments provenaient de Susan Davis? Il aurait fallu qu'elle dispose d'échantillons de son sang ou de tissu humain pour faire la comparaison. On peut prouver la paternité d'un homme en comparant son ADN à celui de la mère et de l'enfant. L'application de cette procédure permettrait peut-être à Maloney de retrouver le code génétique de Susan Davis à partir de celui de ses enfants. L'ADN de chaque enfant est constitué de la moitié du code de sa mère et de la moitié de celui de son père. En éliminant les parties communes à l'enfant et au père, elle obtiendrait le code génétique de la mère. Le code obtenu pourrait ensuite être comparé à celui de la scène du crime. Si le code génétique était le même, cela prouverait que le sang était bien celui de Susan Davis. On effectua l'analyse en notant à l'ADN des enfants celui de Ralph Davis. Le code obtenu fut comparé à celui des échantillons découverts sur la moquette de la Ford Escort. Ils étaient identiques. Susan Davis avait été tuée dans sa voiture. Elle avait laissé l'empreinte qui permettrait de résoudre son meurtre 2 ans plus tard. Je crois que Susan Davis avait décidé de quitter la région et de trouver un refuge sécuritaire parce que Ralph la harassait et la pourchassait. Elle était probablement en train de mettre ses choses dans la voiture devant chez elle lorsque Ralph est arrivé par derrière. Elle l'a vu, est montée à bord de sa voiture, a fait marche arrière et Ralph l'a rejointe et lui a tiré un coup de feu à travers la vitre du côté du conducteur. Grâce à un savant travail d'analyse et à une reconstitution minutieuse de la scène du crime, le procureur parvint à convaincre le jury que Ralph Davis avait tué sa femme alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. C'était la première fois dans l'histoire de l'État du Missouri qu'un homme était condamné à la peine de mort sans que le corps de la victime ait été retrouvé. On ignore encore aujourd'hui où il se trouve.